bienvenue donc pour ce webinaire donc, qui concerne la société Intech. Webinaire qui va être présenté donc par un des fondateurs et le PDG actuel, donc Christopher Franquet, qui est là, ainsi que le directeur financier Benoît Mahé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions. Attention, vous ne voyez pas, bien sûr, les questions de tout le monde pour des raisons, bien sûr, de protection des données. Vous le savez, j'ai déjà noté 2-3 questions. Bonjour, Anthony. On les posera. Enfin, je les poserai tout à l'heure. Donc, voilà. Écoutez, bonjour Christopher, bonjour Benoît, bienvenue. Voilà. Est-ce que déjà, juste avant de commencer, un petit résumé en 2 mots de l'entreprise que je crois qui a été créée en 2016, non, c'est pas ça? En effet, Intech a été créé en 2016, un peu plus de 8 ans maintenant, bientôt 9. Et aujourd'hui, on va en parler, mais on est presque 180 collaborateurs et basé à Quimper. Voilà, ok. Bon, ben voilà, donc allez-y, n'hésitez pas. Donc, je risque de vous poser des questions, bien évidemment, tout au fil du webinaire. Très bien, bon, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Christopher Franquet, PDG fondateur de la société Intech. J'ai fait une école d'ingénieur et plus de 10 ans d'expérience avant de créer Intech. J'ai travaillé au sein du groupe Vinci Énergie. Et donc, moi, je suis Benoît Mahé, donc le directeur administratif et financier de la société. J'ai une formation d'école de commerce, assez généraliste. Après, j'ai eu un parcours d'une douzaine d'années en audit financier avant de rejoindre Intech il y a déjà 5 ans. Comment on a déroulé la présentation? Alors, on va commencer par parler du profil de la société, nos marchés, ce que l'on fait, quel est le modèle aussi d'Intech, mais surtout la stratégie et les objectifs des années à venir. Alors déjà, en effet, créé en 2016, on vient de le dire, plus de 8 ans maintenant. Et quel est le rôle et notre mission d'Intech? Notre rôle est vraiment de libérer le potentiel des énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment important. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, c'est que pour réussir cette transition énergétique, il va falloir décarboner fortement la production d'énergie. Mais d'un côté, plus les 2/3 de l'énergie que l'on consomme reste de l'énergie fossile, 1/3 est de l'énergie électrique. En France, on a de la chance d'être plutôt sur un mix énergétique fortement à partir de nucléaire, donc plutôt bas carbone, mais on a besoin pour transformer et effacer les 2/3 d'énergie fossile, il faut réussir à électrifier tout ça. Donc le vecteur électrique reste le meilleur moyen pour décarboner. Et il y a aujourd'hui des nouvelles technologies qui arrivent, ce sont le photovoltaïque, qu'on connaît déjà depuis plusieurs années, mais aussi le stockage de l'énergie. Et nous, on répond à ce défi-là en associant le photovoltaïque au stockage, pour pouvoir en permettre d'en déployer un maximum. Alors, excusez-moi, je vais juste vous interrompre 2 secondes, parce que vous avez dit un mot qui est très important, et il y a un participant qui me dit quelle est la différence entre un panneau solaire et un panneau photovoltaïque. Par exemple, vous avez employé le mot photovoltaïque. En effet, un panneau solaire, il y a 2 sortes de panneaux solaires, il y a les panneaux solaires thermiques et les panneaux solaires photovoltaïques. D'accord. Le photovoltaïque, c'est on va utiliser l'énergie du soleil pour créer de l'électricité, et le solaire thermique, on va faire de la chaleur à partir du soleil. D'accord, ok. Voilà, la majeure partie des panneaux solaires que l'on peut voir sont des panneaux photovoltaïques. Comme on peut voir sur la petite photo, il y a des petites cellules à l'intérieur qui vont récupérer l'énergie du soleil pour en faire directement de l'électricité. D'accord, la récupérer, la stocker, la redistribuer. Exactement. D'accord. Voilà, c'était pour répondre à Guy Pierre. Merci. Pour faire tout ça, Intech a développé plusieurs expertises et notamment 5 expertises critiques qui sont très importantes. La première, c'est la conversion de l'énergie. Comment convertir les électrons pour les acheminer au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est très important. C'est des gros convertisseurs. C'est ce qui va nous permettre de gérer les flux énergétiques. L'autre expertise technologique, c'est le stockage. Alors, on n'est pas fabricant de batteries. On veut surtout pas l'être. Par contre, on vient intégrer des batteries qui sont de différentes technologies. On reste agnostique sur les technologies qu'on va déployer. La deuxième expertise, c'est la suite logicielle que l'on a développée et déployée. C'est notre suite EasySoft. J'en parlerai juste un peu plus tard. La maîtrise du raccordement, qu'il soit basse tension ou haute tension. Comment bien raccorder tout ça. C'est une véritable expertise. Après, c'est l'expérience opérationnelle. Comment on va gérer des projets. Plus on gère de projets conséquents, c'est important d'avoir justement cette expérience, cette exigence, cette excellence opérationnelle. Et enfin, comment accompagner nos clients dans l'optimisation de la performance de l'installation. Et tout ça autour de plusieurs valeurs qui sont l'innovation, la performance pour une croissance rentable, mais aussi la bienveillance envers nos partenaires, nos collaborateurs et toutes les parties prenantes.
Et bien sûr, je souligne là, c'est quelque chose qui est important, c'est grâce à nos équipes d'experts et qui sont toutes engagées pour réussir tout ce que l'on fait. Un petit retour en arrière sur les 8 dernières années. Alors, on va dire les 6 premières avant l'introduction en bourse en 2021 ont été la construction du socle technologique avec de belles références, comme on peut le voir ici. Ensuite, depuis l'intro en bourse, on a déjà passé le cap des 100 salariés, on a commencé à grandir, on a structuré vraiment l'entreprise et on s'est organisé pour pouvoir faire face à ce défi-là de libérer ce potentiel des énergies renouvelables. On a créé un partenariat avec Eiffage, on y viendra tout à l'heure aussi. Et là, enfin, pourquoi on a choisi cette journée pour faire cette communication autour de nos nouvelles ambitions? C'est parce qu'on est dans une étape où on va vers le déploiement de l'ensemble des solutions qu'on a structurées depuis plus de 8 ans maintenant. Entech est sur une croissance de chiffre d'affaires plutôt forte, comme on peut le voir ici. On a fait 45,5 millions d'euros l'année dernière. On a communiqué, et on viendra sur les chiffres plutôt en fin de présentation, on a communiqué sur le chiffre d'affaires du dernier semestre avec une croissance de plus de 44% et une marge d'EBITDA à break-even, c'est-à-dire rentable. On a la chance d'avoir une croissance très forte, mais aussi une croissance rentable. On a fait cette petite carte là cette semaine. C'est toujours impressionnant de voir qu'en 8 ans, on a réussi à se déployer un peu partout dans le monde. On est très présent en France, mais aussi en Europe. On a fait des belles installations en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale. On a des installations à Singapour, on a d'autres installations en Guyane, à Haïti, mais aussi encore plus loin et en Polynésie française, à Tahiti en ce moment, où nos équipes sont en cours de travailler. Avec des belles références, on voit quelques logos de nos clients qui nous font confiance et qui souvent réitèrent leur confiance. Excusez-moi, 2 secondes, je pense que vous reviendrez tout à l'heure, parce que ah ben voilà, je pense que c'est là. Non, non, c'est pas là. C'est parce que il y a Anthony qui dit, vous avez fait 45 millions de chiffre d'affaires, ok. Et combien de bénéfices? Je pense que vous allez en parler ultérieurement. On en parlera justement plus à la fin, où on va revenir sur les chiffres et sur nos objectifs qu'on a fixés. Mais ce qui est important, c'est de parler de ce changement de dimension. Depuis l'entrée en bourse, on a investi plus de 5,5 millions d'euros dans la R&D, dans le but de pouvoir positionner Entech aujourd'hui en tant que leader du stockage et de l'installation de centrales photovoltaïques. On a plus de 175 collaborateurs. On parle d'un track record, c'est-à-dire toutes les installations qu'on a pu faire, on a plus de 150 MWh de stockage déployés en France et dans le monde, plus de 256 MW crête de centrales photovoltaïques et plus de 400 projets réalisés. Ce sont des centrales, des centrales normales, des grosses centrales, des gros parcs. Ce sont des usines clés en main. C'est comment ça se passe? On a de tout. On a, on va dire, de la petite installation de quelques centaines de kilowatts chez un agriculteur, par exemple, jusqu'à un très grand champ photovoltaïque de plusieurs dizaines de mégawatts qu'on a pu déployer. Donc, on a un peu de tout là-dedans et on explique justement le scope juste après. Et c'est important parce qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur sur ces installations-là. D'accord. Il y a un autre aspect juste pour répondre à une question, vous êtes installateur, développeur, EPCiste? On est aujourd'hui principalement EPCiste et on présente une nouvelle stratégie où on est EPCiste plus développeur sur les installations inférieures à 1 MW crête. D'accord. Alors, juste pour les personnes, parce qu'apparemment Anthony connaît bien les mots, le vocabulaire, est-ce que vous pouvez juste préciser ce que signifie EPCiste? Voilà. Pour faire simple, EPCiste, c'est on va faire la partie étude, on va faire la partie construction de l'installation, donc c'est être constructeur d'installation. Un développeur, c'est plutôt l'activité où on va développer un projet, le faire financer et confier ça à un EPCiste, donc à un constructeur pour le faire. Nous, on est vraiment constructeur. On va dire on a un constructeur plus parce que on va bien au-delà de faire la construction. On fait aussi de l'accompagnement de nos clients sur le développement des projets. Et de la formation, sûrement, non? Exactement. Et l'exploitation après pendant plusieurs années de l'ensemble de nos clients. On a un engagement qui est aussi en termes de RSE, un engagement responsable social et environnemental qui est très fort avec une notation de 82 sur 100, l'une des meilleures notes aujourd'hui. On a une vraie démarche dans le but justement de mettre en avant cette démarche RSE. On a fait auditer tout ça et on a 33 points supérieurs au benchmark sectoriel. C'est-à-dire que en démarche RSE,
on est vraiment au top aujourd'hui. Et au-delà, en démarche qualité, on est ISO 9001, 14001, 45001. C'est digne des grands groupes que l'on peut voir un peu partout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé un partenariat avec Eiffage. Ils nous ont aussi reconnus pour ce niveau de qualité. Après, on est accompagné par un grand nombre d'acteurs, notamment les BPI France, etc. On a intégré le programme Étincelle dans le but de transformer les PME en ETI. Entech est en train de devenir une ETI, et donc ça, c'est quelque chose aussi d'important pour nous. Quelques mots juste sur le marché, et je vais essayer de passer assez rapidement sur le marché. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même deux grosses tendances de fond. D'un côté, il va y avoir des marchés décentralisés où on va parler d'îlots énergétiques, où les clients vont autoconsommer l'énergie au plus proche de la consommation. Ça, c'est important. Donc, on va avoir plutôt des objets, des ensembles photovoltaïques couplés à de la batterie qui vont être de quelques centaines de kilowatts jusqu'au mégawatt, voire la dizaine de mégawatts, grand maximum. Et de l'autre côté, il va y avoir des très, très grands projets qui vont s'intégrer sur le réseau. C'est les grands champs solaires qu'on peut voir. Ce sont aussi les grands projets d'éolien offshore. Nous, on n'est pas positionné sur l'éolien offshore, mais on est plutôt sur le central photovoltaïque. Mais en tout cas, sur cette intégration réseau, il y a les deux, décentralisés et les très grands projets. Le marché du photovoltaïque, il est important, il se développe très fortement. On peut voir différents éléments et je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très technique. La croissance du photovoltaïque depuis 2020, c'est environ 17% de croissance. Nous, on a fait plus de 67% de croissance dans la même durée, c'est-à-dire qu'on est 3 fois supérieur au marché. Entech va plus vite que le marché, on prend des parts de marché, plus on avance, plus on prend des parts de marché. C'est important. Et ce qui est vraiment important, c'est que on voit le LCOE moyen. C'est un terme technique, mais c'est juste le coût de l'énergie sur la durée d'une centrale photovoltaïque. Et il a une tendance baissière. Et toutes les tendances donnent le photovoltaïque comme l'énergie la moins chère au monde. Ça, c'est important. Donc, ça montre que le marché de l'énergie photovoltaïque va être très fort en France, mais aussi à l'international. On voit quelques belles références clients. Et quand on vient coupler ça à des systèmes de stockage, aujourd'hui, on est l'un des seuls acteurs français à être en capacité de coupler photovoltaïque et le stockage et en déployer à grande échelle. Un petit focus aussi sur le stockage parce que on en parle très rapidement et je vais essayer de l'expliquer facilement. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'en France, il y a un peu moins de 1 gigawatt de projets de stockage déployés. Il y a des demandes en cours qui sont supérieures à 8 gigawatts et il y a encore des demandes complémentaires à 20 gigawatts qui arrivent. C'est-à-dire que c'est un marché qui est en train de croître fortement en France, fortement en Europe et on est accompagné par Clean Horizon sur ces analyses marché qui prévoit justement qu'il y a 6 gigawatts de batteries qui seront raccordées à horizon 2030. 6 gigawatts, c'est énorme, c'est gigantesque. On parlait tout à l'heure de tout notre track record, tous nos références. Aujourd'hui, on a fait environ 150 mégawatts. On parle de 6 gigawatts, 6000 mégawatts à déployer à horizon 2030. À quoi sert le stockage? Ça aussi, c'est important de le dire. Le stockage, il sert, on pense naturellement, le stockage va servir à stocker les énergies renouvelables qui sont intermittentes et ça, c'est clé. Mais il sert aussi à d'autres choses, il sert à stabiliser le réseau électrique. Dès qu'il y a une problématique sur le réseau, le stockage va venir faire des services au réseau. Et ces services sont rémunérés, ça c'est important. Il y a la réserve primaire, réserve secondaire, réserve tertiaire. Ce sont des marchés qui sont ouverts à la batterie et qui se déploient de plus en plus. Et ça, c'est ce qui est intéressant de voir en lien avec le photovoltaïque dont je parlais tout à l'heure, c'est plus on va déployer d'énergie intermittente sur le réseau, plus on va avoir besoin de systèmes de stockage pour équilibrer le réseau, et plus on va déployer de systèmes de stockage pour le réseau, plus on pourra déployer de centrales photovoltaïques. Donc c'est plutôt un cercle vertueux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces énergies-là sont facilement déployables. Une centrale photovoltaïque, il faut moins de 2 ans pour la déployer. Entre le moment où on fait la démarche de permis de construire jusqu'à la réalisation, il y a moins de 2 ans. C'est la même chose pour le stockage. Contrairement aux autres énergies renouvelables et contrairement aux autres énergies plutôt conventionnelles comme le nucléaire, là on parlait de plusieurs années, voire dizaines d'années pour pouvoir le faire. Donc là, on permet justement de décarboner rapidement grâce à nos solutions et de pouvoir atteindre le marché que je viens de citer. Ça permet voilà, parce qu'en fait, le stockage d'énergie renouvelable, en fait, ça constitue un outil, donc je dis central de gestion et de régulation des flux électriques, c'est ça?
Il faut… C'est exactement ça et ça me fait une bonne transition sur quels sont les atouts d'Entech. Et on en parle directement sur ce slide-là. C'est un peu schématisé, mais nous, notre métier, c'est d'intégrer. On parlait de PCistes, de constructeurs, mais en vrai, on a une usine basée à Quimper de plus de 4500 m² dans lequel on intègre des batteries, des systèmes de conversion et tout le pilotage qui va avec. On construit sous forme conteneur maritime modifié des grosses batteries qui vont réguler le réseau électrique. Ça, c'est notre force. On le fait à Quimper et on le déploie un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a notre logiciel qui est embarqué dans tout ça. Le logiciel, c'est un logiciel propriétaire qu'on a développé depuis 8 ans. Ce logiciel, il va pas faire que juste piloter la batterie et son convertisseur. Il va piloter l'ensemble du système énergétique. Il va être en capacité de récupérer des données auprès du gestionnaire de réseau pour savoir comment est le réseau. Il va récupérer les données du consommateur final. Il va pouvoir piloter des bandes de recharge, mais aussi faire d'autres choses comme la prédiction météo. C'est pas le logiciel que vous appelez l'Energy Management System, c'est pas ça? Exactement. Vous êtes un expert. C'est en effet l'EMS, l'Energy Management System, c'est la clé de tout ça. Comment piloter l'énergie, faire en sorte que l'énergie aille au bon moment, au bon endroit et soit optimisée. On va essayer d'optimiser le rendement de l'installation. Alors, comment on fait ce rendement d'installation? Ça passe par plusieurs aspects. Il y a déjà comment on conçoit le système, l'enveloppe mécanique, comment elle est faite, comment on va refroidir la climatisation, comment après on va transformer l'énergie auprès du transformateur haute tension et basse tension. Après, il y a le stockage en soi. On va sélectionner la bonne batterie, la bonne technologie de batterie. Aujourd'hui, nous, Entech, on travaille avec les leaders du marché qui sont CATL et BYD, qui ont… CATL, c'est le leader. Une batterie sur 3 dans le monde sort des usines de CATL. Ça, c'est important. Et le système de conversion, c'est ça qui va convertir l'énergie. Ça, c'est très important. Donc, on conçoit tout ça, et ce qui nous permet de déployer énormément d'installations. On est à plus de 370 MW déployés depuis la création, et on voit la courbe qui continue de monter avec de belles références. Quand on parle d'EDF, quand on parle de Voltalia ou Neoen, ou même encore GEG, ce sont des références vraiment fortes pour nous, qui nous ont accompagnés au départ et qui continuent de nous faire confiance sur la durée. Donc, en fait, ce ne sont pas des concurrents, Neoen, Voltalia, ce sont nos clients. EDF, énergie renouvelable, tout ça, c'est non. Exactement, ce sont nos clients, ce sont nos partenaires sur des dossiers. On avance avec eux et vraiment on avance main dans la main. C'est-à-dire qu'ils viennent quand ils ont un projet, on échange avec eux et nous on vient optimiser le projet, puis après on vient le construire. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Alors juste une question. Oui, excusez-moi, juste une question de la part de Catherine. Comment sont recyclées les batteries? Alors là, c'est une très très bonne question. Les batteries aujourd'hui, la filière de recyclage des batteries est en train de se construire en France et en Europe, mais aussi dans les autres pays dans le monde. Mais en France, en Europe, la filière est en train de se construire. Elle se construit, le taux de recyclabilité de la batterie peut atteindre supérieur à 95%. Donc, on peut récupérer les matériaux qui sont dans la batterie. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, la filière est en train de se construire parce qu'il y a peu de rebut de batterie. On a d'ailleurs créé un partenariat avec Stellantis pour comment récupérer les batteries de véhicules électriques pour pouvoir les utiliser avant de les envoyer au recyclage et leur donner une seconde vie pour faire du stockage stationnaire. C'est notre métier, réutiliser cette batterie-là pour stocker les énergies renouvelables, puis au bout de 5 ou 8 ans, l'envoyer en cycle de recyclage. D'accord. Donc, c'est comme les panneaux solaires aussi. Les panneaux solaires sont totalement recyclables à plus de 98%. Donc, c'est intéressant. C'est des technologies qui sont où on récupère les matériaux et ces matériaux-là sont réutilisables. Pas à l'infini parce que naturellement, il y a un peu de perte à chaque fois, mais quand même, c'est un taux de recyclabilité qui est très, très fort. Et avec tous les problèmes géopolitiques qu'on connaît, bien sûr, malheureusement, depuis quelque temps, vous n'avez pas des problèmes justement pour avoir des composants justement pour faire pour des batteries électriques, etc., pour vous approvisionner, parce que quand on voit qu'il faut à peu près, c'est bête, mais quand je vois que chez Peugeot, il faut 1 an pour avoir, comment ça s'appelle, un levier de vitesse, c'est vrai en plus. Donc, vous n'avez pas eu, comment vous faites pour faire face? Vous avez plusieurs fournisseurs? Comment ça se passe? Exactement.
Si. Notre force et notre positionnement initial chez Entech, c'est d'être agnostique sur les technologies de stockage. Ça, c'était clé parce que les technologies sont en train d'évoluer. Depuis 8 ans, il y a déjà eu plusieurs technologies qui ont évolué et qui continuent d'évoluer. Ça, c'est plutôt très bien et ça s'améliore tout le temps. Donc ça s'améliore et le prix baisse. C'est vraiment intéressant pour nous. Mais on va se fournir chez les leaders du marché et si un des fabricants n'est pas en capacité de nous fournir, on sait aller sourcer la batterie chez d'autres fabricants. Après, on attend aussi que la filière, on se fournit beaucoup en Asie, hein, faut pas se leurrer. Aujourd'hui, une grosse part des batteries sont fabriquées en Asie ou aux États-Unis. L'Europe est un peu en retard, mais on accompagne les fabricants européens et les nouvelles gigafactories européennes sur la fabrication de batteries et on attend qu'ils sortent les batteries pour pouvoir les utiliser. Mais en tout cas, on se garde la possibilité de travailler avec tous ces acteurs-là. Par contre, ce qu'on va chercher, c'est la meilleure technologie pour répondre aux besoins du client. Ça, c'est important. Et les panneaux photovoltaïques, ils sont recyclables ou pas, demande Guy? À plus de 98%, les panneaux solaires sont recyclables. D'ailleurs, Entech on est un centre de collecte à Quimper. On collecte les panneaux qui sont abîmés. Et généralement, les panneaux solaires, alors, c'est important. Le panneau solaire a une durée de vie de l'ordre de 25 à 30 ans. Donc, il y a des panneaux solaires qui tournent déjà depuis très très longtemps. Mais tous les panneaux solaires qu'on reçoit, c'est plutôt des panneaux qui sont cassés parce que au montage, ils ont eu des chocs ou c'est des palettes qui sont endommagées. Nous, on récupère ça. Il y a un centre de collecte qui s'appelle PV Cycle qui récupère les panneaux gratuitement, qui les recycle et récupère la matière première pour en faire des nouveaux panneaux. Ça, c'est une filière française qui existe et qui fonctionne très très bien. D'accord. Ok. Alors juste une dernière question peut-être avant de poursuivre parce que je pense qu'il y a d'autres slides qui vont traiter des questions que je vois qui arrivent comme ça au fil du temps, il y en a pas mal. Juste au niveau de la clientèle, parce que vous avez vu vous avez des partenariats avec Neoen, etc., Voltalia, tout ça. Mais est-ce que les particuliers un jour auront la possibilité d'utiliser votre technologie ou des immeubles collectifs, demande un participant? Alors malheureusement, c'est pas notre cible et on ne souhaite pas aujourd'hui adresser les particuliers pour différentes raisons. D'un côté, l'installation de panneaux solaires chez un particulier, on a la conviction que c'est plutôt aux artisans de le faire. D'ailleurs, ils le font très bien. Donc ça c'est important. On leur laisse cette activité-là et ils le font très bien. Et après, la partie stockage batterie pour le particulier, pour nous, c'est pas encore un cœur de cible parce que on va plutôt chercher des batteries de plus forte capacité, de plus de puissance. On va monter très fortement en tension et on va optimiser le rendement de l'installation. Parce que ce qu'on va chercher aussi, c'est faire en sorte que la batterie soit la plus viable économiquement, financièrement, mais aussi qu'il y ait moins d'impact écologique. C'est vraiment ancré dans nos valeurs. On en parle et c'est une réalité. On ne vend pas une batterie si elle ne va pas être utilisée pour améliorer le réseau, pour faire quelque chose d'intéressant au réseau. Et ça, c'est important. Donc, le particulier n'est pas notre cible prioritaire. Par exemple, chez moi, j'ai des panneaux solaires, je les ai fait installer par un artisan qui l'a très bien fait. J'ai pas installé de batterie parce que je juge que c'est pas utile pour moi personnellement et pour le réseau. Il vaut mieux installer des très grosses batteries qui ont un meilleur rendement qu'une petite batterie chez un particulier qui aura un mauvais rendement. Ça, c'est important. Mais ça viendra. Il y a des acteurs qui se positionnent, qui améliorent tout ça. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Ça va venir petit à petit. Un petit focus juste, on parlait de l'EMS, donc l'Energy Management System, cette suite logicielle qu'on appelle EasySoft chez Entech. Easy pour Entech Smart Energy et notre soft, c'est ce qu'on a développé depuis des années. En fait, on a ce logiciel propriétaire qui est un véritable atout. On a développé tout le code pour pouvoir piloter directement l'ensemble de l'installation, comme on voyait tout à l'heure sur le slide. On pilote, on supervise localement et on y ajoute toute une partie intelligence. Alors, beaucoup parlent d'intelligence artificielle, d'autres de machine learning, etc. La réalité, c'est que nous, on a toute cette partie cloud où on va faire du diagnostic pour pouvoir comparer comment une installation devrait fonctionner dans sa vraie vie pour pouvoir donner toutes les garanties à nos clients. On va avoir la partie Easy Manage qui va optimiser l'installation en faisant du pilotage prédictif optimal en fonction des prédictions qu'on va avoir et le forecast justement qui va nous donner des prédictions. C'est des beaux mots, c'est tout ce c'est très intéressant, mais une réalité c'est qu'aujourd'hui on a des installations qui tournent à l'autre bout du monde, qui sont par exemple à Tahiti,
sur lesquels on va 5%. Et ça, c'est vraiment clé. C'est-à-dire qu'on va anticiper les nuages qui vont arriver sur l'installation, on va anticiper le stockage de la batterie en fonction de la production photovoltaïque, et on va pouvoir gérer ça. Et en plus de ça, ce qu'on va faire qui va être génial, c'est qu'on va décaler la production photovoltaïque, la pointe qui va avoir lieu entre midi et 15 heures, on va la décaler sur la pointe du soir pour pouvoir injecter l'énergie quand il y en a vraiment besoin. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est une réalité. Et ça, c'est un service qui est plutôt bien rémunéré par les gestionnaires de réseau parce qu'on vient optimiser le réseau énergétique. Bon, là, j'ai une question, je pense qu'elle est un petit peu particulière, mais est-ce que certains clients imposent d'autres logiciels que EasySoft, surtout s'ils ont des centrales pilotées avec d'autres logiciels? Est-ce que... Alors, la force d'avoir en effet un EasySoft propriétaire, c'est notre logiciel, on sait l'adapter. On sait l'adapter au logiciel de nos clients et de nos partenaires. Ça, c'est plutôt très bien. La réalité, c'est qu'il n'existe pas de logiciel qui soit aussi performant que la partie Edge, donc EasyView, EasyReg qu'on voit en dessous. Il n'en existe pas. Donc, nous, on vient s'interfacer avec n'importe quel logiciel de nos clients. Et généralement, nos clients, ils ont testé ce logiciel, ils reviennent parce qu'il fonctionne plutôt très, très bien. Et en plus de ça, ce logiciel nous permet de faire la partie opération et maintenance. On va faire la maintenance des installations à distance grâce à ce logiciel. On a aussi un atout qui est très fort, c'est notre centre de production basé à Quimper. J'insiste beaucoup parce que bon, le breton est un peu chauvin et on insiste là-dessus. Mais on a cette e-factory qui est une véritable vitrine de notre savoir-faire parce que en fait, on ne fait pas juste dire qu'on déploie des centrales de production et du stockage. On le fait aussi pour nous. On a créé un bâtiment de plus de 4500 mètres carrés, un bâtiment passif qui était l'un des plus gros bâtiments passif d'Europe. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Déjà, premièrement, c'est important. On y a rajouté 2,5 MWh de stockage. Donc, on vient réguler l'énergie du réseau. On autoconsomme l'énergie. Et on autoconsomme l'énergie, puis on va revendre l'énergie à nos voisins. Il y a de l'autoconsommation collective. Par exemple, on a le groupe Armorlux, qui est pas très loin de chez nous, qui a aussi installé avec Entech une centrale photovoltaïque. Il vient aussi sur cette boucle d'autoconsommation collective. Donc, ça fait quelque chose de vertueux où l'énergie est produite localement. Là, on commence à parler d'îlot énergétique. L'énergie est consommée localement et distribuée en fonction des besoins. On a Gu Environnement qui est juste à côté de chez nous, il consomme de l'énergie, lui il peut pas installer de panneaux solaires sur son usine, donc il vient consommer l'énergie directement chez nous. Et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, de vertueux, parce qu'on consomme au plus proche de la production, et c'est quelque chose qu'on va développer massivement dans les années à venir. Alors justement, ça fait une très belle transition, ce que vous venez de dire, parce qu'il y a plusieurs questions là-dessus, parce que vous avez vous êtes donc basé à Quimper, apparemment donc Angers. Est-ce que vous avez prévu pourquoi pas de créer des distributeurs dans le sud-ouest? Première question, par exemple, et ailleurs d'ailleurs, j'ai même entendu dans les îles. Et deuxième question, est-ce que la présence localisée sur ces deux agences n'est pas un frein au recrutement et notamment d'ingénieurs spécialisés? Donc, puisqu'apparemment, vous utilisez beaucoup d'ingénieurs spécialisés. Donc, est-ce que de rester là-dedans, est-ce que vous avez prévu tout le monde de vous développer ailleurs que, justement, les deux villes que vous avez citées? C'est très bien, vous me faites des transitions sur les slides, c'est très intéressant. Et voilà, vous voyez. En effet, on a une superbe équipe avec… Quand on parle de P6, tout à l'heure, on parlait de constructeurs. On n'est pas qu'un simple constructeur. La moitié de l'effectif sont des ingénieurs, des techniciens très expérimentés dans le domaine. Oui. On développe des solutions, on les déploie, on les installe. Ça, c'est quelque chose de clé. Quand on voit la répartition des équipes, c'est important. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à Quimper, on a recruté beaucoup d'équipes. On a créé une agence à Vannes, c'est pas très loin, ça reste en Bretagne, mais une agence spécialisée dans le raccordement haute tension de nos installations. On a un centre de travaux qui est basé à Angers. Ça nous permet d'être plus proche encore de nos projets parce que bon, c'est vrai que Quimper, ça reste assez loin. Et on a une agence à Lyon où là, on va traiter tout ce qui est intelligence artificielle, tout le logiciel est traité sur l'agence de Lyon en lien direct avec nos équipes à Quimper. On n'a pas de problème de recrutement. On en a eu, on en a reconnu, mais aujourd'hui, on a beaucoup moins de problèmes de recrutement
parce que on a créé la NTech Academy, comment former les nouveaux collaborateurs qui rentrent chez nous, et pas que parce que on est sur un secteur d'avenir, on a une démarche RSE, j'en parlais tout à l'heure, qui est très bonne. Donc, on a beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations, beaucoup de personnes qui veulent rentrer chez nous. Donc, c'est plutôt positif. On a plutôt le choix. Donc, ça, c'est bien. Et accessoirement, je répète, je suis breton, donc un peu chauvin. Accessoirement, quand on vit à Quimper et aux alentours, on est très heureux d'être à Quimper et on a tendance à vouloir y rester. Donc, ça, c'est une véritable force qu'on a chez nous. Le sujet, comment on va se développer à l'avenir, on va continuer d'avancer, on va continuer de se développer, on va déployer sur l'ensemble du territoire français, sous le format des agences comme on a pu le faire à Angers, des agences qui seront plus proches de nos clients et des territoires. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous et on va continuer de le faire. Parce qu'il me semble que lors de l'introduction en bourse, donc en 2021, c'était deux de vos principaux objectifs. C'était donc accélérer le déploiement commercial et renforcer les programmes de formation, recruter des personnes sur, moi, je crois que c'était 26 sur 5 ans, ouvrir des bureaux en France et à l'étranger. Il me semble, après il y avait 8 millions d'euros aussi pour consolider l'avance technologique, renforcer les équipes web design, data science, etc. Donc, par rapport au moment de l'introduction, du coup, aujourd'hui, vous êtes où à peu près? Pour nous, c'est un des succès qu'on a fait depuis l'introduction en bourse. On parlait beaucoup de la NTech Academy, c'est un succès aujourd'hui. On arrive à recruter des nouveaux collaborateurs, à les former à notre système de management, de la qualité à toute la partie technique. Ça, on a réussi à le faire. On a réussi à recruter les bons experts, on a réussi à structurer l'ensemble du comité de direction qu'on peut voir ici. On a toutes les équipes qui sont là et qui sont prêtes. On a aussi fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a structuré le conseil d'administration. On a intégré des pointures comme Thierry Roussel, Marie-Laure Collet et Dominique Druon qui nous ont rejoints en tant qu'administrateurs pour pouvoir piloter l'ensemble de l'entreprise et piloter l'entreprise vers ses ambitions. Ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on a réussi. On a décidé, on a étudié toutes les opportunités d'aller créer des agences à l'international. On a jugé vraiment pas utile de le faire et aujourd'hui encore, on trouve que c'est pas utile. C'est aller dépenser de l'argent pour rien. Aujourd'hui, on préfère accompagner nos partenaires et nos clients à l'étranger. C'est ça notre stratégie internationale. Comment remporter des très beaux projets à l'étranger. On vient de terminer un projet en Mauritanie pour un minier. Donc, on va décarboner un minier en Mauritanie. Au lieu de consommer du pétrole, il va consommer de l'énergie photovoltaïque avec du stockage. Ça, on l'a fait en accompagnant un de nos partenaires qui est Voltalia sur ces projets-là. Donc, on préfère aller dans les valises de nos clients et de nos partenaires que d'aller créer des agences spécifiques. Ça, c'est vraiment très important. On n'exclut pas de le faire dans les années à venir, mais ça va être plutôt par opportunité que d'aller dépenser de l'argent inutilement. On va plutôt suivre nos clients et les marchés qui sont avec. Un petit focus sur le partenariat qu'on a eu avec Eiffage, parce qu'on a fait depuis l'entrée en bourse des gros succès. Le partenariat avec Eiffage est un des gros succès. On s'est justement associé à Eiffage Energy System, qui est quand même le numéro 1 de la construction de centrales photovoltaïques en Europe, un des leaders et géants du BTP, c'est quand même pas rien. Ils sont venus nous chercher sur justement comment aller sur le marché du stockage. On s'est très rapidement trouvé et rapproché. On a créé cette co-entreprise où nous, on détient 40% du capital et eux 60%. Ils nous apportent cette capacité opérationnelle à pouvoir déployer toutes nos solutions, à structurer aussi notre offre commerciale, mais aussi cette capacité financière qu'on n'a pas parce qu'on va traiter des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros. Donc, ça reste très important. Ce partenariat Eiffage, l'entreprise a été créée il y a quelques mois seulement. Se structure, il avance très bien. Aujourd'hui, on est positionné sur une dizaine de projets. On espère remporter des projets dans les mois et années à venir. C'est quelque chose d'ambitieux et c'est quand même une nouveauté qu'un des grands leaders du BTP s'associe à une jeune entreprise comme NTech. Ça, c'est quelque chose de fort. Et surtout, on est certes à 40-60 sur la répartition du capital, mais on a 50-50 sur la gouvernance. Donc, ils ont accepté qu'on pilote ensemble cette co-entreprise. Et ça marche plutôt très bien. On a fait un CMD, un Capital Markets Day aujourd'hui, qui sera d'ailleurs disponible
la semaine prochaine sur notre réseau, sur notre site internet. On a fait intervenir Eiffage et justement, on match tout à fait sur nos convergences de marché. On est véritablement en phase sur comment approcher ce marché en France et aussi à l'international. Moi, j'ai juste une question un peu spéciale peut-être. C'est un partenaire exclusif ou vous pouvez aussi vous allier avec Bouygues Energy ou SPI? Alors, c'est un partenariat exclusif sur la partie France aujourd'hui et sur le réseau HTB. Donc, c'est sur les très gros projets de stockage. Grosse centrale, grande centrale. Très, très gros projets de stockage. Et uniquement stockage d'énergie. On ne parle pas de photovoltaïque, on n'est que sur le… Ah oui, d'accord. Oui, ok. Là, on est sur la construction EPC de projets de stockage raccordés au réseau HTB. Premièrement en France, et l'objectif est aussi d'aller à l'international progressivement. Mais quand même, c'est vraiment cette exclusivité-là. On a choisi Eiffage pour différentes raisons. Ça matchait bien aussi en termes de gouvernance, parce que l'actionnaire principal d'Eiffage, ça reste les salariés d'Eiffage. Donc, ça nous parle aussi en termes de valeur. Ça a beaucoup matché là-dessus. Et ils sont plutôt très, très bons. Maintenant, Bouygues aussi essaye de se développer dans le stockage. SPI, certainement, on ne les voit pas beaucoup, mais ils essayent certainement d'y aller. L'idée, c'est de s'associer avec un des leaders et je pense qu'Eiffage était le plus approprié. Alors là, ok, là j'ai juste une question. Je ne sais pas si elle est un peu privée ou pas, mais je pense que dans le cadre de votre ambition, dans votre plan de développement, est-ce que vous appuyez uniquement sur les forces commerciales de votre entreprise Intech ou vous prévoyez aussi de faire appel à des apporteurs d'affaires ou autres? Alors, on a les apporteurs d'affaires, pourquoi pas, on n'est pas fermé. Vous voyez bien on parlera un petit peu de notre pipe commerciale et je vois le temps qui passe, donc je vais essayer d'aller assez vite à la fin. Mais en fait, comme on va fonctionner, je vais me permettre juste de parler des partenariats et arriver aux réseaux commerciaux qu'on est en train de créer. Ça permettra de répondre à cette question en même temps. Ça me permet de dérouler vite. On a d'autres beaux partenariats dans l'hydrogène, dans les batteries de seconde vie dont je parlais tout à l'heure, mais aussi auprès de Piriou sur les navires hybrides, hydrogène, batterie électrique. Ouais. C'est des très beaux partenariats. On parle un peu je parlais très rapidement de la stratégie. Ça va aller assez vite et on va arriver sur le partenariat qu'on a fait avec le Crédit Agricole très récemment. Comment on veut justement déployer cette nouvelle feuille de route et pouvoir déployer tout ce qu'on a fait depuis le départ, toute cette expertise, c'est sur trois segments. Le premier, c'est la construction de grandes centrales solaires, stockage. Vous comprendrez que dans la construction, il y a une partie qui est liée à notre partenariat Eiffage, mais le reste en propre. L'autre, ça va être la solution, c'est plutôt un marché de proximité. On va adresser aux agriculteurs, aux collectivités, aux industriels et aux bâtiments tertiaires, les fameux îlots énergétiques. Et le troisième, c'est une solution énergie-service où on apporte aussi le financement de ces projets-là. Donc ça, l'intérêt, c'est que ça va permettre d'avoir des revenus beaucoup plus récurrents et réguliers, mais aussi des marges d'EBITDA encore supérieures à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est un peu ce qui est dans votre plan de 2029, le plan stratégie 2029, ça. Exactement. La partie construction, je reviens pas, on en a parlé, on avance. Il y a eu une coupure Internet de votre côté. On continue juste sur solutions, j'en ai parlé. Le maillage territorial qu'on va faire pour pouvoir déployer ces fameux îlots énergétiques. C'est quoi un îlot énergétique? C'est un ensemble de systèmes de production, des boucles d'autoconsommation collective qui arrivent. Et là, on a en capacité de déployer ça sur l'ensemble du territoire. Et justement, parce qu'on a toute cette expertise, que ce soit sur la production d'énergie, son pilotage, comment le distribuer et aussi, bien sûr, le stocker. On a des solutions modulaires qu'on va déployer à grande échelle. Cette présentation, elle sera disponible sur notre site internet dans les jours à venir. Et sur la partie énergie et système, c'est comment financer ce portefeuille. Comment apporter un financement et répondre aux contraintes de certains clients pour accélérer l'engagement des nouveaux projets et aussi avoir un fort effet de levier de rentabilité pour Intech. Donc là, on a créé une équipe, on vient de la créer là, en ce moment en fin d'année, spécialisée dans le but de déployer tout ça. On signe des partenariats avec des acteurs clés. Ces îlots énergétiques, il y a plusieurs façons de le voir. C'est soit on va faire une économie sur la facture du client, ou soit on va revendre l'énergie sur le réseau. Mais ça, ce sera des installations en propre.
disponible directement au travers d'un site internet. Et là, ça me permet de répondre à la question de tout à l'heure. On a signé un partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère. C'est important pour nous parce que ce partenariat, comment on va commercialiser cette solution? On va utiliser le réseau du Crédit Agricole du Finistère pour pouvoir commercialiser cette solution. Ils ont plus de 100 conseillers au Crédit Agricole du Finistère. C'est juste sur le Finistère. On peut imaginer ça un peu partout en France. C'est comment aller déployer ça fortement. Et donc, on va s'appuyer sur ça. Comment se fera le montage? On va avoir un montage avec où Entech sera majoritaire sur le portage de la SPV, donc la société qui sera créée. Le Crédit Agricole du Finistère aura 49%. Et là, la centrale photovoltaïque va soit être en autoconsommation, soit en revente d'énergie. Au cas par cas, on va le faire. Et on va s'adosser à de la dette bancaire qui sera portée par le Crédit Agricole, qui correspondra à environ 70-90% du projet. Donc ça permet de déployer rapidement les solutions et d'optimiser aussi la rentabilité d'Entech. Alors, justement, on arrive au fameux plan stratégique de... Pardon, Christian, vous disiez? Non, je disais, on arrive au fameux plan stratégique 2029. Mais juste avant, une question vient d'arriver de la part de Théophile. Est-ce qu'il est prévu de déployer d'autres partenariats avec d'autres caisses régionales du Crédit Agricole, caisses d'épargne ou... Je ne sais pas, parce que c'est des caisses régionales. C'est tout le mal qu'on se souhaite, et l'idée, c'est qu'effectivement, le premier partenariat que l'on a noué avec le Crédit Agricole du Finistère puisse, entre guillemets, faire des petits et des émules sur les départements voisins et pas qu'en Bretagne et pas que dans l'ouest de la France. C'est des partenariats qui sont faciles à déployer. Et pas en exclusivité avec le Crédit Agricole non plus, hein, c'est sûr. Mais aujourd'hui, le Crédit Agricole est un des partenaires historiques d'Entech et la demande venait aussi du Crédit Agricole. D'accord. Et on n'est pas à l'abri de concevoir nous-mêmes aussi, avec des outils de financement qui existent déjà et qui existent déjà sur le marché, de déployer nous-mêmes aussi nos propres offres de financement. Et donc de les proposer directement à des industriels et autres. Okay. Donc oui, pour parvenir sur ces objectifs-là, on a constitué une feuille de route et le point de départ de cette feuille de route, c'est évidemment le chiffre d'affaires semestriel. Au 30 septembre 24, on a clôturé un premier semestre avec un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, qui est en progression de 44% par rapport à l'année dernière, sachant que au 31 mars 24, on avait déjà une trajectoire de croissance qui était de plus de 30%. Là, la feuille de route, elle est assise sur 3 grands axes dont a parlé Christopher. Donc, un premier axe qui est Entech Construction, on va pas y revenir, Entech Solutions et Entech Énergie Service. Évidemment, on présentait nos états financiers avec une coloration de chiffre d'affaires associée à la production, au stockage et à l'hydrogène. Aujourd'hui, cette présentation, ce reporting de notre chiffre d'affaires change pour s'aligner sur notre feuille de route. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, juste pour parler rapidement du premier semestre, le premier semestre, il a été fort, il a été intense, avec une énorme progression du chiffre d'affaires qui est obtenue par 2 grands axes, la solution et la construction. Sur la partie construction, on a mené de front 6 centrales photovoltaïques posées au sol et 5 projets de stockage qui sont dans l'accord cadre GEG, qu'on a remporté il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec des volumes qui sont assez importants, puisque on a sur la partie centrale photovoltaïque posée au sol, on a des projets qui vont jusqu'à 20 MW crête, ce sont des grosses centrales au sol, et sur la partie centrale de stockage, on est sur des systèmes qui vont jusqu'à 38 MWh pour l'instant, pour justifier ce chiffre d'affaires. Sur la partie solution, Entech Solutions, qui est un métier qui progresse très vite chez Entech. Il y a quelques temps, on était à moins de 5% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça représente 25% du chiffre d'affaires. C'est l'activité qui chez Entech a le plus de croissance. Et c'est essentiellement aujourd'hui des centrales photovoltaïques en toiture. C'est aussi des systèmes d'ombrières. C'est du prototypage, de l'hydrogène et d'autres actifs que l'on peut proposer à des industriels. Donc, c'est de la R&D que l'on vend à travers un Tech Lab aussi. Et enfin, un dernier petit segment qui est Entech Énergie et Services, qui est tout petit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on le déploie aujourd'hui. On l'a annoncé ce matin. À partir de ce matin, on va déployer cette offre pour aller vers donc de ces ambitions à long terme. Donc ça, c'est le petit focus sur le point de départ qui est notre premier chiffre d'affaires de l'exercice 24. Aujourd'hui, on a décidé de communiquer sur notre pipeline. Le pipeline, en fait, c'est la somme de toutes les négociations qui sont en cours entre Entech et ses clients. Un pipeline, en fait, a une maturité qui va évoluer selon le niveau de discussion que l'on peut avoir avec nos clients.
Ce pipeline, aujourd'hui, quand on fait la photo à l'instant T, il représente plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiel. J'insiste bien sur cette notion de potentiel. C'est pas du chiffre d'affaires que l'on va reconnaître, on est bien d'accord. C'est une somme d'opportunités commerciales qui s'offrent à nous. Dans ces 2 milliards, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'on a identifié déjà 1,2 milliard d'euros. Là, on est sur la gauche du graphique. 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce sont des valeurs de projet que l'on a identifiées parce qu'on connaît nos clients, on sait quelles sont leurs actualités et ils ont déjà commencé à partager des projets. Et donc, on va suivre ça de très près, évidemment. Et puis après, plus on va vers la droite, plus on va vers des négociations qui sont jusqu'à stade de sécuriser et qui consistent en fait à donner de la visibilité à Intech. Alors, quand on parle de nos perspectives, on va y venir à plusieurs années. Évidemment, il faut qu'on regarde très attentivement et de manière très critique aussi ce pipeline. Ce pipeline aujourd'hui nous permet de voir l'avenir de manière très sécurisée à hauteur de un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année à venir et un bout de l'année 2026. Évidemment, quand on regarde plus dans le détail le pipeline, on voit qu'on a plus de profondeur que ça, on a plus de visibilité sur notre chiffre d'affaires. Et donc, ça nous emmène à aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là, il est essentiellement composé de chiffre d'affaires construction à 25% de solutions. On voit qu'on a la répartition de chiffre d'affaires dans le pipeline qui correspond à celle qui est la nôtre aujourd'hui. Ça nous donne beaucoup de confort sur ce qui sera notre feuille de route chiffrée pour les années à venir. On y vient. Alors, chez Intech, on parle beaucoup de chiffre d'affaires, on parle aussi d'EBITDA. L'EBITDA, c'est la rentabilité de l'exploitation des projets que l'on fait. On a beaucoup investi dans la France ces dernières années, ce qui expliquait aussi pourquoi on avait un EBITDA qui n'était pas positif aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, au moment où on vous parle, ça fait 12 mois qu'on est à ce qu'on appelle un break-even EBITDA, c'est-à-dire qu'on a un EBITDA, un résultat, on va dire, sorti des projets qui est positif. Alors, c'est important de le dire parce que c'est un vrai cap pour nous. C'est un vrai cap que l'on va continuer à développer, sur lequel on va pouvoir capitaliser sur les prochaines années à travers 3 leviers que l'on identifie clairement aujourd'hui. Le premier d'entre eux, c'est que sur la profitabilité des projets, on sait qu'on est en amélioration continue. Déjà depuis que l'on a constitué cette plateforme de compétences que l'on a présentée tout à l'heure et qui fait notre force aujourd'hui, on va continuer à absorber nos coûts fixes aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive à un stade où aujourd'hui, l'évolution du chiffre d'affaires, on n'a pas besoin, on n'appelle pas de nouveaux investissements en coûts fixes. On a un bâtiment, on a des équipes commerciales, on a des équipes support qui sont suffisamment staffées aujourd'hui pour déployer accompagner beaucoup plus de croissance encore. Et enfin, et c'était aussi la grande nouveauté annoncée depuis ce matin, c'est que cette nouvelle casquette que l'on va mettre sur notre tête et qui sera celle de développer des projets de fourniture et d'énergie et de services auprès des clients dont on a parlé tout à l'heure, va être génératrice, là pour le coup, un peu moins de chiffre d'affaires, mais beaucoup plus d'EBITDA, beaucoup plus de rentabilité. Puisqu'on va associer à la fois le métier d'EPCiste, qui est capable d'aller très très loin dans l'accompagnement du client, à celui de développeur de réseau pour le compte de clients et avec l'accompagnement financier dont on a parlé. Ce qui fait que du coup, on arrive à une feuille de route qui nous emmène à, on le pense très fortement, on parle d'ambition. Si on devait choisir un autre mot pour donner un peu plus de force à cette terminologie, on parle, nous, en interne, de conviction. L'année prochaine, avec le pipe commercial que l'on vous a décrit tout à l'heure, on est assez serein à l'idée de faire plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sachant que ça fait 12 mois qu'on est rentable en termes de marge d'EBITDA, on n'est pas là, mais on est très confort à l'idée que ce soit encore le cas pour l'année à venir. En 2026, on se donne rendez-vous sur un chiffre d'affaires qui sera supérieur à 130 millions d'euros. Alors, ça correspond à la guidance qui a été indiquée lorsqu'on a fait l'introduction en bourse, à ceci près que la marge d'EBITDA sera, elle, de 8 à 10%. Pourquoi? Parce qu'on a décidé aussi de préparer l'avenir très en amont de 2026. Et préparer l'avenir, c'est de vous présenter cette feuille de route sur la partie énergie et services. Et avec l'impact qu'aura sur nos états financiers ce nouveau métier d'énergie et services, on va atteindre un chiffre d'affaires qui sera supérieur à 300 millions d'euros en 2029. Et là, effectivement, on va atteindre une marge d'EBITDA qui sera de l'ordre de 20 à 25%. Pourquoi? Parce qu'on aura déployé plus de 350 mégawatts d'actifs
qu'ils soient PV ou stockage ou les deux en même temps, et qui seront en cours de construction ou en cours d'exploitation à horizon 2029. Donc vous voyez, il y a une temporalité aussi qui fait que on aura beaucoup d'impact d'énergie et services en 2029, et 2026 sera la phase intermédiaire entre aujourd'hui 2025 et 2029. Ouais. Précision aussi qui est apportée, c'est qu'effectivement on a décalé en cours de période, on a décalé notre clôture annuelle. Auparavant, on clôturait nos comptes au 31 mars 24. Enfin, les derniers comptes ont été clôturés au 31 mars 24, les derniers comptes annuels. On a décidé en fait de passer à l'année civile, donc on s'arrêtera au 31 décembre 24 pour avoir des exercices comptables qui soient des exercices collés sur l'année civile. D'accord. Alors, j'ai juste deux petites questions. Alors, au départ, lors de l'IPO, 130 millions d'euros, apparemment, c'était prévu pour 2025. Maintenant, bon, là, c'est pour 2026. Et Théophile demande juste, est-ce que le stade sécurisé passe en backlog dès lors où la construction a commencé? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quel est le taux de conversion pour les projets en général en négociation? Quelle est la valeur du pipe pondéré si vous pouvez la donner? Voilà, donc il y a deux questions. Il y en a d'autres à venir, hein, bien sûr. Je peux répondre sur la première et je pense que Christopher a très envie de répondre sur la seconde. Quand on parle de chiffre d'affaires sécurisé, on parle de chiffre d'affaires qui a fait l'objet d'une lettre d'intention ou d'une lettre d'engagement. On a une terminologie qui varie d'un projet à l'autre, mais en gros, on a déjà un engagement qui est fort et qui est signé de la part du client de faire le projet avec nous. On peut parler de négociation exclusive, on peut parler d'affermissement de termes et conditions de contrat, mais ça passe en backlog dès lors que c'est signé et que ce qu'on appelle dans notre métier la notice to proceed a été signée. La notice to proceed, c'est en gros, on a signé un contrat avec vous, NTech, et maintenant, avec la NTP, on vous demande de commencer l'étude, la construction. Alors souvent, les projets sécurisés ont déjà fait l'objet d'échanges sur des fournitures de pré-études, d'avant-vente. En gros, on est déjà très engagé dans les projets. C'est pour ça qu'on parle de chiffre d'affaires sécurisé. Ensuite, sur le taux de transformation des projets en négociation, c'est un sujet compliqué sur lequel on ne peut pas répondre. Si on vous dit qu'il y a 50% qui vont être transformés, ça va être fort. Oui, c'est vrai, c'est un peu, oui, c'est un peu. Et la réponse reste assez complexe. Il y a un taux de transformation naturel qui est chez nous. On a nos stats, on sait ce qui va se transformer. On sait qu'il y a un horizon de temps aussi de ce pipeline. Donc c'est pour ça qu'on est assez confort de donner cette fameuse guidance à 300 millions horizon 2029. Ça, c'est important. Et on garde pour nous justement ce taux de transformation. C'est dur de le pondérer comme ça à donner, mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que nos équipes commerciales sont très sollicitées. On a beaucoup de demandes entrantes et on répond à ces demandes. On a plus de 500 millions d'offres dans la nature, c'est-à-dire auprès de nos clients qui sont là et qui vont être arrivés en négociation, et cela va falloir les traiter. Donc c'est assez sportif, je l'avoue, mais on sait le faire. Pour revenir à la première question sur la guidance qui était à 25, la guidance était au 31 mars 26 à 130 millions d'euros. On a annoncé il y a plusieurs mois déjà, même il y a un peu plus d'un an, qu'il y avait du retard lié au raccordement réseau de Enedis sur les projets de stockage qui ont décalé une partie de notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'était déjà annoncé, qui génère aussi un décalage de la marge d'EBITDA assez naturel parce qu'on avait déjà les effectifs pour pouvoir construire tous ces actifs-là. Ça se libère, c'est-à-dire que l'engorgement qu'il y avait au sein d'Enedis, mais même au sein d'RTE, ça se libère. Donc ça, c'est plutôt positif. Bon, on a un décalage de 9 mois sur la guidance de chiffre d'affaires. Ça s'explique en partie là-dessus, mais c'est aussi, on était ambitieux à l'IPO, là on l'est encore, il faut être très clair. Mais on a surtout structuré l'entreprise pour atteindre le chiffre d'affaires en horizon 2029. Je pense que personne n'aurait été content si on avait dit on fait 130 millions et 20% de marge d'EBITDA et on s'arrête là. Non, l'idée c'est d'aller bien au-delà. On vise beaucoup plus loin. Et on vise beaucoup plus loin avec il y a quand même 3 facteurs importants. 300 millions d'euros de chiffre, entre 20 et 25% de marge d'EBITDA avec une récurrence de chiffre d'affaires parce qu'on aura plus de 350 mégawatts d'actifs propriétaire de tech. Donc, on rajoute quelque chose en complément par rapport à ce qu'on avait avant. Et ça, c'est un choix stratégique. Moi, en tant qu'actionnaire majoritaire, j'aurais pu décider, écoutez, on ralentit et on essaye d'atteindre cette guidance à 130 millions avec une marge d'EBITDA confortable. Non, on décide d'aller beaucoup plus loin. Alors, moi, je vois que le temps passe très très vite. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en webinaire.
On va peut-être parler un tout petit peu du cours de bourse. J'ai pas mal de questions là-dessus. Sans rentrer bien sûr dans le détail, hein. Juste déjà expliquer, on me demande pourquoi aujourd'hui il y a une réaction négative assez forte sur le titre. Alors, est-ce que ce serait dû à la marge donc des EBITDA entre 8 et 10 pour un chiffre d'affaires de 130 millions pour 2026 qui pourrait expliquer ça? Bon, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, on ne peut pas savoir, la bourse c'est l'offre et la demande, mais bon. Et ensuite, est-ce qu'un jour il est prévu de prévoir un dividende tout simplement? Voilà, parce que de mémoire, l'action a été introduite à 5,28 €, non, je crois. 6,95. Ah, vous voyez, donc moi j'étais carrément en dessous, ok, donc d'accord, donc voilà. Donc aujourd'hui, bon, là on était à 4,90. Voilà, donc est-ce que vous avez voilà, un petit commentaire, tout simplement? Alors le cours de bourse, c'est quelque chose qu'on regarde, on ne suit pas au jour le jour, c'est sûr, mais quand on fait des annonces aussi fortes que celle-ci, on s'attend à avoir un cours de bourse qui évolue plutôt positivement. On est en phase avec les analystes qui suivent Entech, hein. Ils avaient déjà d'ailleurs anticipé une marge d'EBITDA autour des taux que l'on mentionne. Mais il y a plusieurs sujets, il y a des choses que l'on contrôle pas. Il y a des acteurs institutionnels qui soit peuvent vendre des titres sur le marché sans regarder à quel prix ils vendent, ça on peut l'imaginer. Le facteur, est-ce que c'est la marge d'EBITDA pas atteinte en 2026? Bon, je suis pas certain que ce soit vraiment ça, parce que la réalité, est-ce qu'on préfère avoir une entreprise qui vise 20% de marge d'EBITDA en 2026 et puis qui s'arrête là, ou est-ce qu'on va viser une entreprise qui fait 300 millions de chiffres avec une marge d'EBITDA entre 20 et 25%? Enfin, c'est aussi regarder en perspective sur la trajectoire, mais c'est aussi qu'on a quand même délivré depuis l'entrée en bourse tout ce qu'on devait faire. Donc ça, c'est quand même bien. Là, un peu déceptif peut-être sur cette fameuse marge d'EBITDA, mais je ne crois pas que ce soit le vrai sujet. Je crois que c'est plutôt le sujet du contexte en ce moment, avec peut-être des actionnaires institutionnels qui ont tendance plutôt à vendre parce que les petites et moyennes valeurs sont en décollecte chez certains fonds. On va dire que ce serait plutôt ça. On n'a pas de nom à donner parce qu'on ne maîtrise pas tout, mais la réalité, elle serait plutôt de ce type-là. Est-ce que, comme ça, est-ce qu'il est prévu un jour peut-être de faire un contrat de liquidité avec une société de bourse pour un petit peu animer le titre? On a un contrat de liquidité qui normalement suit la liquidité du cours de bourse. Là, ça se fait très bien. Le problème, si on suit un peu le cours de bourse, on a dit qu'on allait annoncer notre chiffre hier soir. Hier, il y a eu des gros mouvements avec des grosses ventes et qui ont déjà engendré une modification du cours de bourse. Aujourd'hui, on a encore eu des gros volumes sur le cours de bourse. Oui. Donc, c'est assez complexe à analyser. Nous, on voit à peu près vers où ça va, on voit à peu près qui pourrait être vendeur et ça se voit assez clairement. C'est une réalité. On peut pas tout donner parce qu'on est coté en bourse, mais maintenant, faut regarder plutôt le long terme et pas le très court terme qui est l'actualité. S'il y a une décollecte d'un fonds, on peut rien y faire, malheureusement. C'est comme ça. On croit plutôt aux actionnaires retail et particuliers qui vont soutenir ce cours de bourse. Il y a certains qui peuvent avoir des décollectes. Bon, c'est la vie, c'est comme ça chez eux. Je trouve que le cours de bourse d'Entech, depuis sa création, comparé aux autres valeurs qui sont entrées en bourse en même temps, c'est plutôt très bien maintenu. Et les perspectives d'Entech sont plutôt très très bonnes, surtout quand on regarde le pipeline et les objectifs qu'on vient de fixer. Surtout selon De Portzamparc, Park, je crois, qui dit que ça vaudrait, entre guillemets, 11,50 €. Exactement. Dites-vous que moi, je suis l'actionnaire majoritaire. Voilà. Je suis l'actionnaire majoritaire. Je suis le premier impacté par une baisse du cours de bourse. Je reste très confiant sur l'avenir parce que, voilà, je crois plus aux analyses qui sont faites. Si on regarde celle de TP ICAP, elle est, je pense, équivalente. Alors, petite dernière question de la part de 3 participants. Est-ce que, je ne sais pas si vous pourrez répondre, une augmentation de capital serait prévue pour financer justement la croissance? Alors, c'est pas prévu à court terme. La seule réponse qu'on peut donner, c'est que c'est pas prévu à court terme. On a la chance justement notre stratégie qui est forte là aujourd'hui, c'est d'aller financer des actifs de petite capacité. On n'a pas annoncé qu'on allait faire 2 gigawatts d'actifs propriétaires en Entech. Là, on aurait dû lever des fonds. L'idée, c'est d'aller sur des plus petits actifs
qui sont autofinancés. Et quand on regarde le montage qu'on a réussi à faire avec le Crédit Agricole, bah, on regarde qu'on n'apporte que 5% d'equity pour ces projets-là. Sur un projet à 1 million, on a moins de 50 000 euros d'equity à apporter. Ouais. C'est quand même énorme. Ça nous génère quand même des marges d'EBITDA et une récurrence dans ce chiffre d'affaires qui est vraiment pas négligeable. Voilà, c'était pour répondre à Gérald, Dominique et d'autres. Voilà. Vous avez vu, c'est des très très bonnes questions. Voilà, bon, écoutez, il est 19h06, je pense qu'on a répondu un peu à toutes les questions. Donc, justement, on arrive à la conclusion. Ah oui, non, les publications trimestrielles, pour répondre à Théophile, je ne pense pas, je peux répondre parce que la société est cote sur Euronext Growth, et Euronext Growth, c'est tous les 6 mois. Les publications trimestrielles, c'est sur l'Eurolis, compartiment ABC. Voilà, donc Euronext Growth, c'est tous les 6 mois. Et encore, ça aurait pu être Alternex, là, c'est carrément, on n'est même pas obligé. Enfin, marché libre, hein, voilà, donc là, c'est une fois par an et encore. On fera une communication, exceptionnellement, pas une communication trimestrielle, parce qu'on va clôturer, on va faire un exercice sur 9 mois, donc il y aura un petit trimestre là cette année, parce que on clôture. Voilà, à cause du décalage. On aura un semestre de 3 mois. Voilà, voilà. Bah, pour conclure, je pense que vous avez compris l'ensemble des points. On est un des leaders du stockage, on a une forte dynamique. On est vraiment en phase de déployer toute la partie R&D qu'on a fait depuis la création. On est prêt à accélérer. Et là, c'est le bon moment. En fait, on est sur un marché qui est très, très fort. Et ça se reflète sur le pipeline, sur les objectifs que l'on fixe. Donc, on est très, très confiant sur tout ce que l'on a fixé, tout ce qu'on vient d'évoquer. Juste pour résumer, avant, c'était photovoltaïque, stockage, hydrogène. Aujourd'hui, c'est construction, solution, service et énergie et service, c'est ça? Exactement. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a plus trop d'autres questions. Un petit mot de la fin, peut-être, je ne sais pas, ou Christopher ou Benoît, un petit dernier mot pour. Non, c'est là. Bon, le dernier mot, c'est la première fois qu'on fait un webcast comme ça. Donc, merci Christian, c'était très très intéressant. On est un peu fatigué, je tiens juste à le dire aussi. C'est normal. Entre hier soir, la journée d'aujourd'hui, hein, c'est clair. On a eu un petit marathon, donc et c'est plutôt très bien. Nous, on est très très contents. Les retours, en tout cas, sont très positifs. Certes, le cours de bourse, il faut le regarder à court terme si on veut, mais en réalité, il faut plutôt le regarder à moyen terme. Moi, j'y crois vraiment. Mais on est très content et merci pour l'échange. C'était top et je pense qu'on sera amené à en refaire parce que c'est toujours intéressant. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question d'un candidat, d'une personne qui pourrait être candidate, qui sort d'école d'ingénieur. Comment faire pour postuler chez vous? On a un site web, maintenant on est quand même bien équipé, on a un site web, il faut postuler sur le site web. Voilà. On a beaucoup de sollicitations en direct. Bon, je vous conseille pas forcément de nous solliciter en direct parce qu'on n'y répond pas tout le temps. On a un site web, on a un service RH qui est structuré pour, et il faut bien regarder, et il faut surtout bien montrer sa motivation à venir rejoindre Entech, ça c'est important. Bon, ben voilà, donc je pense que du coup on a répondu à toutes les questions. Pas hésiter à dire que vous êtes présent, si vous postulez, que vous étiez présent au webcast, c'est un petit plus. Ah, voilà. Donc voilà, si vous postulez, je ne me rappelle plus du prénom, dites que vous étiez juste présent au webinaire, donc du 21 novembre, de 18h à 19h09. Voilà, c'était 19h09. Et puis, vous aurez peut-être, là, je ne sais pas, peut-être une réponse. Voilà. Bon, il y aura une réponse. Écoutez, je remercie déjà tous les participants qui sont restés très, très longtemps, je vois, sur ce webinaire. Et puis, je vous remercie à vous aussi, Christopher, Benoît. Peut-être une autre fois pour voir la suite. Comme ça, on pourra vous suivre tous les 6 mois. Non, dans 3 mois, puisque ça change un peu. C'est décalé. Donc, écoutez, on va se revoir très bientôt, peut-être. Et puis voilà. Très bien. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Puis du coup, allez vous reposer maintenant. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.